Les concertations nationales ont été annoncées par l'ordonnance présidentielle signée par le président Joseph Kabila. Eh bien, la lecture est faite, beaucoup d'interprétations autour justement de cette décision présidentielle. Est-ce que la classe politique pourra réellement s'entendre pour que réellement le peuple se retrouve en concertation? Nous allons évoquer cette question ce soir, mais d'abord l'actualité. Lambert Mende, vous êtes notre invité ce soir. Bienvenue au Grand Journal. Merci. Alors, d'abord l'actualité. Vous avez suivi les folles rumeurs. Pourquoi ces rumeurs? Le colonel Mamadou Ndala, qui dirige les opérations au front, serait rappelé à Kinshasa. D'où sont parties ces rumeurs? Ces rumeurs sont parties de page Facebook du M23 et d'autres réseaux sociaux proches de nos voisins rwandais qui sont habitués à désinformer le public congolais lorsqu'ils sont en difficulté sur le champ militaire, essayer de désorganiser, de déstabiliser, de démobiliser. Il n'y a eu en fait aucune décision rappelant un quelconque de nos officiers de la ligne des fronts, ni le commandant région, ni le commandant des opérations. On a même dit dans ces réseaux sociaux qu'on avait limogé le général d'armée Olenga, dont vous savez que l'arrivée à la tête de la force terrestre a galvanisé les troupes. Une fausse information encore. Tout a été fait pour créer une sorte de panique dans nos populations. Cela ne nous étonne pas du tout de la part de nos adversaires. Ce qui nous choque un peu, c'est la fragilité d'une partie de notre opinion. Comment peut-on se montrer si réceptif à des mouvements qui sont téléguidés par l'ennemi? Sans que des informations ne soient venues de sources officielles, des gens ont cru qu'il fallait manifester. Donc là, je pense que c'est un point noir que l'ennemi pourrait rapidement profiter pour faire de nous un ventre mou. Justement, à propos de la situation de l'Est, quelle est l'évolution depuis la tenue de votre récent point de presse avec un bilan lourd, 120 éléments assaillants tués dans les rangs du M23 avec l'armée régulière rwandaise, et puis 10 du côté des FARDC et quelques capturés parmi les éléments du M23. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui? La situation a évolué très favorablement pour la République démocratique du Congo. Le bilan s'est hélas alourdi en proportion. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 200 tués dans les rangs de nos assaillants. Nous avons, hélas, dans nos rangs, eu une demi-dizaine encore. Ça fait monter à une quinzaine de tués dans les rangs des FARDC, mais plus de 200 dans les rangs des assaillants. On a eu d'autres prisonniers qui ont été faits, dont un officier parmi les forces assaillantes. Nous avons pu progresser, occuper de nouveaux espaces. Un officier du M23 ou de l'armée rwandaise? On va l'identifier. Jusque-là, c'est M23, mais les identifications vont suivre. La sécurité militaire va nous aider, la justice militaire également, et nous en saurons plus dans les heures qui viennent. Combien de positions récupérées par les forces loyalistes? En tout cas, plusieurs positions. On peut les compter par dizaines. On parle des Kikingi. Est-ce que c'est vrai? Les FARDC ont-elles réellement récupéré Kikingi? Les FARDC sont obligés de nettoyer tous les espaces d'où partent des tirs hostiles contre la population et contre elle-même. Et cette montagne dont vous parlez fait partie de ces points-là. Donc, il a été décidé par souci de sécuriser davantage les populations de cette partie du territoire, d'occuper cet espace-là, d'où les M23 s'étaient repliés dans la précipitation. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour occuper militairement les positions reprises, récupérées, sécuriser la population locale? Ces positions sont occupées. Il n'y a pas à prendre des dispositions. Les dispositions ont déjà été prises. Donc il faut en parler. Dans le passé, ces positions sont sous le contrôle des FARDC et les FARDC ne s'arrêteront que le jour où l'ensemble du territoire de la RDC sera libéré de la présence de ses ennemis. Les forces ennemies parlent de l'entrée en jeu de la MONUSCO et de la force internationale, la brigade internationale. Ici, vous confirmez ou infirmez
ces accusations? Est-ce que réellement les FARDC se battent seuls? D'abord, il ne s'agit pas d'accusation, c'est un faux débat. La force internationale est là pour porter assistance au FARDC. Donc, qu'elle combatte aux côtés des FARDC ou non, ce n'est pas un problème d'accuser ou pas accuser. Elle est là pour cela, mais le fait est que, jusqu'il y a quelques heures, les FARDC n'ont pas eu besoin de cette intervention de la force internationale, puisqu'elle suffisait elle-même à l'ouvrage. Mais il est vrai qu'une collaboration existe. C'est pour cela que cette brigade internationale a été instituée pour libérer ces espaces des forces négatives qui les occupaient, de concert avec les FARDC. Donc il y a des tâches que la brigade internationale entreprend, que les FARDC auraient dû entreprendre. Par exemple, la sécurisation des arrières, par exemple, le ravitaillement, par exemple, les renseignements. C'est une participation que nous apprécions à l'effort que les FARDC entreprennent. Certains médias périphériques parlent de l'usage des hélicoptères dans les combats actuels, dont RFI justement qui en a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique le sursaut des forces armées de la République maintenant, qui inflige des échecs justement ou des défaites aux forces ennemies? Mais l'explication est tout à fait rationnelle, c'est qu'auparavant, les FARDC ne disposaient pas de ces moyens, donc elles ne pouvaient pas utiliser ce dont elles ne disposaient pas, et que maintenant, avec les efforts que le président de la République nous a imposés à tous, c'est la nation qui a payé tout cela. Depuis 2009, on a décidé de se doter d'une armée digne de ce nom. C'est vrai que quand nous en parlions, ça suscitait plus ou moins le pessimisme des uns et des autres, quand nous disions qu'il faut du temps pour donner à une armée toute sa vigueur. Nous avons donc pris ce temps, 2009, nous sommes à 2013, et aujourd'hui, vous assistez simplement à la réalité de cette montée en puissance qui a été financée par vous-même. C'est le peuple congolais, sous l'égide du président Joseph Kabila, qui a mis à la disposition des forces armées les moyens qui sont utilisés aujourd'hui. Il faut s'en féliciter. Alors, les FARDC, printemps, sont déterminés à récupérer tout le territoire des Rutshuru, mais curieusement, la presse en parle depuis hier. La MONUSCO s'interpose pour dire eh bien, pouvez vous arrêter, ne poursuivez plus l'ennemi. Est-ce qu'il y a des informations vraiment exactes à ce sujet? Il est difficile, lorsqu'on n'est pas spécialiste de stratégie militaire, d'évaluer de manière tout à fait objective les actions des forces armées sur un théâtre d'opération. Ce n'est pas parce qu'une force armée s'arrête qu'elle cesse de guerroyer. Peut-être s'arrête-t-elle pour des raisons stratégiques, peut-être s'arrête-t-elle pour des raisons logistiques. Donc il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la guerre se mette à lire les mouvements des forces armées et à noyer l'opinion publique de commentaires qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe sur le champ des opérations. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, gouvernement de la RDC et les FARDC, qui sont une force sous notre commandement, nous apprécions très positivement la collaboration qui existe entre la force MONUSCO, la brigade internationale et nos forces armées. Et qu'à aucun moment, nous n'avons eu l'impression que la brigade internationale ou la force MONUSCO voulait nous empêcher d'accomplir notre devoir de libérer notre pays. Tout le reste, c'est des fausses supputations qui sont répandues par nos ennemis. Vous avez passé beaucoup de temps à Kampala, on termine par là, du moins pour ces sujets d'actualité, avec un interlocuteur que vous avez découvert finalement, le M23 n'est pas réellement le M23. Êtes-vous toujours convaincu qu'il faut continuer à parler avec le M23 ? Ils sont dépourvus d'autonomie, ça c'est la réalité. Mais ils existent. C'est une partie de notre peuple qui a trahi et qui est allé de l'autre côté de la barricade. Et que nous voulons ramener pour couper le cordon ombilical entre les agresseurs de notre pays qui nous assiègent depuis 1998 et toutes les couches de notre peuple. Rien qu'en faisant cela, nous aurons rendu un signalé service à la paix dans notre pays, parce qu'il n'y aura pas de prétexte, parce qu'il n'y aura pas de passerelle des agresseurs vers notre pays. C'est la seule raison qui nous pousse à parler avec ces gens. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont déterminants
dans la poursuite ou la non-poursuite de la guerre. Alors, oui, dernier point concernant ce sujet, le gouvernement congolais, comment compte-t-il capitaliser les dernières révélations troublantes des officiers rwandais à partir de l'Afrique du Sud concernant justement la crise dans l'est du pays? Et puis de deux, sur le plan diplomatique, on annonce, vous avez suivi l'affaire des Chebab, qui sont capitalisés, les islamistes somaliens. Est-ce que vous préparez une action diplomatique au niveau de l'ONU? Mais l'action diplomatique a déjà été entreprise. Et pour tout vous dire, nous n'avons pas attendu les dénonciations par le général Kayumba et le colonel Karegeya pour saisir les Nations Unies de ce que le Rwanda est en train de faire en République démocratique du Congo. Les propos de ces deux anciens proches du président Kagame sont venus, en fait, confirmer ce que notre diplomatie répète depuis des années dans le concert des nations et qui a entraîné certains pays déjà à envisager des sanctions contre les autorités du Rwanda. Donc ce n'est qu'une confirmation qu'on a obtenue de la part de ces deux officiers. S'agissant de Shabab, je peux effectivement vous dire que c'est une réalité que ces terroristes somaliens ont rejoint leurs congénères du nord de l'Ouganda qui combattent le président Museveni et essayent effectivement de se créer une sorte de sanctuaire dans le Grand Nord, d'où notre armée a reçu l'instruction de les chasser. On les a chassés de Kamango, on les a chassés d'autres petites localités, mais nous espérons que la pression va continuer et nous venons de recevoir un appui notable de la brigade internationale qui a commis quelques unités qui vont travailler avec les FARDC dans le Grand Nord. Nous parlons maintenant concertation à cette période où les FARDC ont le vent en poupe. Est-ce que ça vaut encore la peine de mettre l'accélérateur le pied sur l'accélérateur pour la tenue des concertations nationales? Absolument. Nous avons déjà annoncé, le président l'a dit depuis l'année dernière, qu'il comptait sur 3 axes pour ramener la paix de manière durable dans le pays. Et vous le savez, la paix elle ne se gagne pas seulement sur un champ de bataille. La paix se gagne aussi dans les cœurs des Congolaises et des Congolais qui doivent accepter de ne plus jamais servir de voie de passage pour les agresseurs qui attaquent militairement notre pays. Et c'est ce que le président a décidé de faire en appelant autour de lui toutes les catégories des Congolaises et des Congolais, pas seulement la classe politique, puisque j'entends des gens dire qu'on a convoqué les concertations pour une rencontre entre la majorité et l'opposition. Que non, on a appelé toutes les composantes de la nation congolaise. Et puisque la majorité et l'opposition en sont, Dieu merci, elles seront là. Mais il y a aussi la société civile, mais il y a aussi la chefferie coutumière, il y a les femmes, il y a les jeunes. Tout le monde qui fait partie du Congo et qui aime le Congo a été convié par le président à ces discussions qui vont avoir lieu. Oui, parmi les prolégomènes, il y a l'opposition qui ne reconnaît pas la paternité de l'initiative au président de la République, Joseph Kabila. Il attribue plutôt à l'Union africaine à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. Quelle est votre réaction? Je vous reprendrai d'abord en disant que ce n'est pas l'opposition qui a dit cela. C'est une frange de l'opposition. Vous conviendrez avec moi que cette opposition est passablement divisée. Je ne sais pas en combien de franges. Ça vous profite. C'est une des franges. Ça vous réjouit. S'agissant d'un moment où nous avons besoin de faire l'union de la nation contre une agression extérieure, cela nous peine. Cela gêne la démarche du président parce que nous voulons vraiment le plus de Congolais possible autour de la nation, pas autour du président ou autour de qui que ce soit. Et donc ça, c'est la première chose que je tenais à dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment être aveugle, sourd et de mauvaise foi de surcroît pour ne pas reconnaître la paternité de cette initiative au président de la République. D'abord, c'est le 15 décembre que le président a annoncé cette initiative. Ensuite, c'est sur base d'une constitution qui, en son article 69, lui donne la mission d'agir de la sorte lorsque la situation connaît un déroulement ou un tournant tel que nous le connaissons actuellement. En troisième lieu... Là, le président, monsieur le ministre, a parlé de concertation nationale, mais oui. L'accord cadre d'Addis Abeba parle du dialogue. Oui, mais l'accord cadre est venu après l'annonce par le président, et de toute façon, le débat sémantique n'a pas lieu d'être.
Et de toute façon, le débat sémantique n'a pas lieu d'être. Qu'il s'agisse de dialogue, qu'on parle de concertation, qu'on parle de conférence, qu'on parle de forum. De toute façon, le président parle même beaucoup plus de forum dans son ordonnance que de concertation. Il a nommé concertation et en tout état de cause, c'est lui qui a qualité pour convoquer. Si l'opposition avait qualité de convoquer, je ne sais pas quel dialogue, pourquoi elle ne le fait pas? Et deuxièmement, vous lisez cet accord cadre. Il faut le lire. Il ne faut pas en parler sans le lire. J'invite mes frères de l'opposition, mes collègues, que je respecte beaucoup, à lire l'accord cadre. L'accord cadre dit d'abord qu'il reconnaît, il salue l'initiative du président de convoquer ces concertations et qu'il encourage ces concertations. L'accord cadre dit clairement que rien ne peut se faire en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc dire qu'un étranger peut convoquer des rencontres de cette envergure, c'est porter atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. L'accord cadre, je voudrais mettre ma main au feu, qu'on me montre un seul passage de l'accord cadre où on parle de facilitation. Nulle part dans l'accord cadre. Quel est le rôle exactement de l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région de Grand Lac? Alors nous y sommes. L'accord cadre, la résolution 2098 demande à l'envoyé spécial du secrétaire général de promouvoir. D'abord, la résolution 2098 prend acte de la décision du président de la République démocratique du Congo de convoquer des concertations nationales. Et il demande à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies de promouvoir cette initiative. C'est-à-dire quoi? Encourager le président. Ils utilisent même le terme. Encourager le président à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas faire la médiation, ce n'est pas se substituer au président pour organiser. La résolution invite le président de la République et son gouvernement à organiser cette concertation. Est-ce qu'ils ont lu cela? Ils demandent au secrétaire général d'organiser, mais ils violent eux-mêmes la résolution 2098. Monsieur le ministre, avant d'arriver au volet légitimité, c'est parmi justement d'autres sujets évoqués en prévision de ces forums. L'envoyé spécial du secrétaire général dans la région de Grand Lac, Mary Robinson, a déclaré que justement ces forums n'est pas inclusif. Je ne sais pas où elle a déclaré cela, mais j'ai l'impression que nous sommes dans la même logique que nous avons vue chez les Rwandais. Il y a à Bruxelles une de vos collègues qui s'appelle Marie-France Cros, qui a un os à peler avec notre président, un peu comme l'autre Ghislaine Dupont qui est en France, qui ne rate aucune occasion pour casser du sucre sur le dos de Joseph Kabila, et qui n'a même pas été à cette rencontre entre Marie Robinson et le ministre des Affaires étrangères belge Didier Reynders. Je vous invite simplement à lire le communiqué qui a sanctionné la rencontre entre Mary Robinson et Didier Reynders. Je ne sais pas d'où on peut tirer dans ce communiqué-là que Mary Robinson aurait critiqué ni directement ni indirectement la démarche du président. Non, on a posé une question à cette dame de savoir quel est son point de vue sur les critiques de l'opposition qui dit que l'accord n'est pas inclusif. Et elle dit il est souhaitable que l'accord soit inclusif. Comment vous pouvez tirer de là que Mary Robinson dit que l'accord n'est pas inclusif? Elle souhaite que l'accord soit inclusif. Et qui lui donne le pouvoir de décider de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon? Ce n'est pas son rôle, puisque l'accord cadre, puisque la résolution 2098 exige que la souveraineté de la RDC soit respectée, demande au président de la République d'organiser ces concertations. Donc ils ont tout faux. Ils n'ont pas lu l'accord, ils prennent leur désir pour des réalités. Je les invite à lire l'accord, ce n'est pas ce qui est dit. Je les invite à lire le communiqué qui a sanctionné le passage à Bruxelles de Mme Robinson. Elle n'a jamais critiqué la démarche de notre président. Alors, Lambert Mende, ça, je crois que c'est aussi un autre volet plus important. La classe politique, opposition et majorité, vous livrez ce spectacle au peuple congolais dans les médias, partout. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous voir, de vous rencontrer loin de l'objectif des caméras pour parler de ces choses? Depuis que le président a annoncé ses concertations nationales au mois de décembre, il a pris le temps de rencontrer tout le monde. Vous en êtes témoin. Il a vu la majorité.
il a vu l'opposition, il a vu la société civile, il a même vu les médias. Les caméras Vos patrons sont allés le voir, il a discuté avec eux des concertations nationales. Alors nous sommes assez étonnés d'entendre des gens aujourd'hui s'exprimer comme si ces contacts n'ont jamais eu lieu. Depuis ces derniers mois, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qui ont travaillé à la préparation de cette ordonnance que le président a signée, multiplient les contacts. Nous-mêmes, au niveau de la famille politique, de manière informelle, nous nous rencontrons avec nos collègues de l'opposition. J'espère que les points de vue vont se rapprocher. En tout cas, ils se rapprochent avec beaucoup d'entre eux. Mais que voulez-vous, il y a toujours des gens qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres. On parle d'une médiation qui se fait justement loin de tapage médiatique entre le président Denis Sassou Nguesso et le président de l'UDPS pour le convaincre à rejoindre la table des pourparlers. Est-ce que vous êtes au courant de cette démarche? Je ne suis pas dans la confidence du président de la République du Congo, ni dans la confidence du président de l'UDPS, mais si une telle chose se fait dans ces conditions-là, c'est-à-dire dans la discrétion, ce n'est pas mauvais, puisque ça ne touche en rien les fondamentaux de la souveraineté de notre pays. Qu'un chef d'État ami, ressentant la nécessité de venir à la rescousse d'une initiative aussi importante prise par son collègue, je pense que de manière discrète, cela peut s'entendre, qu'on puisse se parler. Nous sommes dans un monde qui devient un grand village. Mais de là à croire qu'un groupe de l'opposition peut se substituer au président de la République, se substituer à la communauté internationale et désigner un chef d'État étranger pour venir assumer des responsabilités de tout à fait officielles dans un contexte comme celui-ci, je me dis, sincèrement, il y a mal donne. Puisque si nous avons eu des concertations du genre conférence nationale souveraine où il n'y a pas eu de médiation internationale, dialogue intercongolais où il y a eu médiation internationale, mais pourquoi? Parce que la communauté internationale en avait décidé ainsi. Or, que vous lisiez l'accord cadre d'Addis Abeba ou la résolution 2098 du Conseil de sécurité, nulle part il n'est question de médiation, nulle part il n'est question de facilitation. Les deux textes demandent au président d'organiser les choses. C'est lui l'organisateur. Et charge le secrétariat général des Nations Unies avec ses envoyés spéciaux de promouvoir cela, de faire précisément peut-être ce que le président du Congo-Brazzaville est en train de faire et que beaucoup d'autres amis, beaucoup d'ambassadeurs ici le font. Ils nous parlent, ils parlent aux amis de l'opposition. Ça ne s'appelle pas médiation, ça ne s'appelle pas facilitation, ce sont des concepts tout à fait officiels. Mais là, c'est des actions d'amitié. On essaye de faire comprendre aux gens, de discuter, de dire allez dans la bonne direction. On encourage. Mais plutôt légitimité des institutions en place. Parmi les thématiques, il est prévu la réforme institutionnelle. Eh bien, est-ce que vous allez aborder, vous serez un jour forcé de parler de ce sujet, légitimité, au cours des concertations nationales? Mais nous en parlons tous les jours. Parce que l'opposition ne se gêne pas d'en parler. Lorsque nous lui répondons, mais nous en parlons, si elle viendra avec ce thème aux concertations nationales, les concertations étant libres, elle aura l'occasion de développer ses thèses et nous aurons l'occasion de leur faire prendre conscience du fait que c'est un débat qui est totalement dépassé. Ce débat a existé dans l'immédiate après-élection et puis nous sommes allés tous devant le juge électoral qui a tranché. Et dans un état de droit où les négociations ne sont pas là pour faire un coup d'État, où nous voulons renforcer les institutions, l'institution judiciaire au plus haut niveau s'étant prononcée, dites-moi qui a plus de pouvoir que le juge constitutionnel pour décider de la suite à donner au contentieux électoral. C'est ce que nous leur dirons, mais il n'est pas interdit qu'on en parle, puisque tous les jours nous parlons, nous sommes en démocratie. Un autre sujet qui fâche, la révision constitutionnelle. Excusez-moi, ouais. Puisque eux-mêmes reconnaissent la légitimité du président, en demandant au président même de convoquer le dialogue national et non les concertations nationales. Mais à quel titre il lui demande de convoquer le dialogue national? De M. Kabila, Congolais lambda? Pourquoi il ne demande pas aux Congolais lambda de convoquer? Pourquoi eux-mêmes ne convoquent pas? Pourquoi ils s'en remettent au président pour qu'il convoque ce qu'ils considèrent comme devant être convoqués, c'est-à-dire le dialogue national? Parce qu'ils lui reconnaissent la qualité de chef de l'État. Pourquoi est-ce qu'ils s'appuient sur l'accord cadre d'Addis Abeba? Qui donc a engagé la RDC dans l'accord cadre d'Addis Abeba?
vous verrez la signature de Joseph Kabila. À quel titre? Président de la République. Pourquoi il s'appuie sur ça, sans reconnaître à Kabila la qualité de président? Donc vous voyez qu'il y a des contradictions dans les comportements et les dires de nos frères de l'opposition. M. Méndé vous reproche d'avoir déjà boutiqué la révision constitutionnelle pour déjà en parler au cours des concertations nationales. Et vous niez, vous continuez à nier. Est-ce qu'il y a des fumées sans feu? C'est un procès d'intention. Il faut attendre qu'on en parle pour prétendre qu'on veut en parler. Personne n'a le pouvoir de divination pour savoir si tel va aborder tel sujet ou pas. Eux, puisqu'ils parlent tout le temps de légitimité, nous pouvons savoir qu'ils vont en parler. Personne ne va les en empêcher. 2, aucune institution n'a aujourd'hui abordé ce problème-là. C'est donc véritablement le cas type d'un procès d'intention. Et 3, la plus haute autorité du pays après le président de la République, la plus haute autorité de notre famille politique après le président de la République, vous a dit avant-hier qu'il n'y avait nulle intention dans notre chef de révisiter cet article 220. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Sinon vouloir se montrer, parler, dramatiser les choses pour attirer l'attention sur eux. C'est un problème qui n'existe pas. Il y a un problème. Lequel? Au sein de la majorité présidentielle. Lequel? Il y a des progressistes, il y a des conservateurs. Il y en a qui croient qu'il faut donner à Joseph Kabila la chance de déterminer, concrétiser totalement sa vision pour le pays. Il y en a aussi qui pensent que on peut passer à l'alternance. C'est parmi les sujets qui fâchent. Si je comprends bien, nous sommes revenus à l'époque du macartisme, où il est interdit de penser. Donc ces gens-là, puisqu'ils pensent comme ça, même si la famille politique n'a pas adopté cette façon de penser, il faut quoi? Les brûler? Il faut les brûler? Ils peuvent penser, mais si la famille politique n'adopte pas, si la classe politique n'adopte pas, si l'ensemble des institutions n'est pas d'accord avec eux, est-ce qu'on va faire quoi? Les condamner? C'est interdit de penser. Ils peuvent penser, ils peuvent même mal penser, mais pourquoi est-ce qu'on leur interdirait de penser et dire qu'on est en démocratie? Ça n'a pas de sens, cette façon-là de voir les choses. Accuser des gens, oui, ils veulent ceci, cela, mais oui, ils peuvent vouloir, mais ils ne sont pas majoritaires. Ils ne représentent pas un courant de pensée dominant. Pourquoi vous les empêchez de penser? Il paraît qu'il faut même interdire aux universitaires de réfléchir sur certains thèmes. Mais nous rentrons en plein Moyen-Âge. Il faut qu'on fasse attention. Quelle sera la place de la diaspora en dernière minute? La diaspora est prévue, elle sera très bien représentée. Le schéma est très clair. C'est le Présidium qui va adresser les invitations aux personnes qui vont représenter nos compatriotes qui vivent dans les pays de grande concentration de colonies congolaises. Lambert Mende Ombalanga, je vous remercie de toutes ces réponses à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions à vous aussi de nous avoir suivis. Une pause, le journal, le grand journal. La suite, c'est juste après.